Ce qui est fait, notre invité de la semaine sur le nom de Capitaliser, Monsieur Dr. Bac Nguyen. Comment ça va, mon cher docteur? Bonjour Greg, ça va bien? Ça va très bien, et toi? C'est un plaisir d'être ici, puis encore une fois, j'aimerais répéter, félicitations pour votre nomination. On se dit jamais assez les bonnes choses, faut les répéter, faut les projeter, je pense. Ah non, définitivement. Je prends cette nomination-là, comme je l'ai dit, collective. Je suis très content du travail que notre équipe fait, et c'est très bien, justement, de se faire reconnaître pour qu'est-ce qu'on fait. Et comme tu as dit, on n'est jamais trop fiers de ça, de se le dire. À votre première entrevue, Dr. Bac, vous nous parliez de la profession dentaire et votre ambition de la réformer au niveau 2.0. Où en est-on avec cette réforme-là, justement? Je vous dirais que je suis étonné. Ça a été plus rapide que je pensais, parce que réformer un milieu, surtout aussi conservateur, le milieu médical, ça prend beaucoup de temps. Oui. On a eu des proof of concept, qu'on dit en anglais, c'est que la dernière fois, on est arrivé dans un groupe d'étudiants. Notre target était les milléniums. 50% des gens étaient intéressés. Wow! Et puis là, on fait des pieds et des mains pour commencer à répondre à la demande. Ça veut pas dire que c'est fait, mais on sait que le message commence à porter. On sait qu'on n'est pas juste on fait pas de l'air. C'est un air que les gens veulent. Et puis, depuis... Les étapes ont commencé à se faire, parce que vous savez, ce que vous avez vu au centre-ville, c'est juste un projet pilote. Okay. Lui, il était déjà là. On est capable de le rouler. Là, on vient de recevoir l'approbation d'un deuxième projet. Wow. Sur 60. C'est-à-dire qu'on avance. Le but, c'est d'être capable de survivre jusqu'à ce que la fusée décolle. L'ambition, elle est noble, elle est grande. C'est une manière, justement, de changer la façon d'opérer, justement, de la pratique dentaire en tant que telle, que l'ensemble de l'acte ne se fasse pas dans le laboratoire, mais se fasse à plusieurs endroits différents, justement, pour rendre ça plus customer-friendly, finalement. Parlez-nous, justement, des changements que vous proposez rapidement pour que les gens puissent savoir de quoi on parle. En fait, je vais emprunter de votre dernière chronique qui disait qu'il y avait un prix à la filisation bancaire. Ben ici, il y a un très grand prix à la filisation du présent. Accepter ce qui est en place, et je sais que si je vous dis à l'écran ou au micro qu'il y a personne qui a allé chez le dentiste, je me ferais pas fusiller. Non, du tout. Je viens de vous dire quelque chose que beaucoup de gens pensent, et il y a des raisons à ça. C'est trop facile de dire que c'est un mal nécessaire, c'est trop facile de dire que on est obligé d'y aller. Oui, on est obligé d'y aller, mais je crois que l'environnement a été fait de façon à ce qu'on n'aime pas. OK. Et puis, mon avis, ce que j'ai toujours dit jusqu'à présent, c'est qu'on a mis toute l'emphase sur l'efficacité, on a mis l'emphase sur faire le plus possible dans le moins de temps possible, mais on a oublié la principale chose qu'il y avait derrière, c'était qu'on soigne pas des dents, on soigne des gens. Oui, définitivement. Lorsqu'on remet ça de l'avant, on remet la personne de l'avant, la distribution complète change, la façon de faire change. Et ce qui est difficile ici, c'est que ça fait depuis maintenant plus de 150 ans qu'on fonctionne d'une certaine façon, où un chirurgien dentiste, on l'appelle un chirurgien pour une raison, vous êtes là en chirurgie. Le diplôme a changé. Depuis les 50 dernières années, le diplôme s'appelle docteur en médecine dentaire. Vous êtes plus un médecin. Ah oui, OK, oui. Et un médecin soigne les gens. Vous n'êtes pas un chirurgien qui fait juste opérer. Le titre a changé, la formation a généralement changé, mais la culture est restée la même, puis l'infrastructure n'a jamais changé. On a juste amplifié les actes d'opération qu'on pouvait faire à même une chaise dentaire. Et le but de l'affaire, c'est que si on rentrait les choses plus humaines, tout ce que j'ai pas dans une salle d'op, je devrais pas le faire dans une salle d'op. Ça a du sens au niveau humain, ça a du sens au niveau économique. Et j'en rajoute un troisième point, même au niveau humain, vous savez que c'est pas juste le patient qui décède là. Les dentistes sont parmi ceux qui souffrent du plus haut taux de dépression et même de suicide. Dans les professions médicales. À passer trop de temps dans une salle d'op, c'est ça que ça va donner. Oh oui, non, c'est vrai, définitivement. Donc, finalement, vous remettez le patient au centre de l'équation, finalement, et vous souciez de son bien-être aussi. Ce n'est pas uniquement une chirurgie, on arrive là-bas, on sort la bouche gelée, et justement, en se disant que c'est une mauvaise expérience qu'on vient de vivre à ce moment-là, vous changez la perspective, finalement, de la profession dentaire. Si vous permettez, je vais donner un exemple, parce que j'ai interviewé beaucoup de dentistes ici, puis j'avais de la misère à expliquer ça de façon claire à un dentiste. Fait que dans l'entrevue, une dentiste, je lui ai demandé, vous avez un patient devant vous qui veut un nouveau sourire. Vous regardez sa bouche, ça fait 10 ans qu'il n'a pas été voir de dentiste, et puis tout est à refaire. Qu'est-ce que vous faites? La formation, et puis le médecin va lui dire comment ça t'occupe ta santé, c'est plus important, puis après je verrai. Mais cette personne, dans l'histoire réelle, c'est que, puis je ne sais pas si réel, mais dans l'histoire de tous les jours, ce genre de personnes vont faire 20 dentistes, puis ils vont toujours se faire dire la même chose. Parce qu'on a toujours regardé le médical avant.
Maintenant, dans mon expérience, je vous dirais une chose. Prenez la même personne, vous êtes d'accord. J'ai compris. Cette personne a une détresse. Elle a besoin d'un sourire, elle a besoin d'une estime de soi. Ouais, c'est pas de la médecine. Non. C'est plus grand que la médecine. Ouais. Oui. Donnez-lui son estime de soi. Je vous garantis que 9 personnes sur 10 vont commencer à s'occuper de sa santé après. Parce que lui a redonné une fierté. Et c'est ça qu'on a oublié au niveau de la médecine, c'est qu'on croit que parce que c'est médical, on peut aller outre le désir du patient, aller outre son besoin psychologique ou son vrai besoin à lui. Ouais, mais c'est tellement vrai parce que les gens qui n'ont pas une belle dentition souvent ont de la misère à sourire en tant que tel. Ça affecte leur estime en tant que tel et c'est une vraie réalité. Maintenant, si vous avez la capacité de redonner justement cette estime-là à l'individu, pourquoi ne pas le faire et regarder uniquement l'aspect médical finalement? J'irais plus loin. Maintenant, pensez à la même chose. C'est-à-dire que là, on parlait qu'il y avait 2 humains, n'est-ce pas? Il y avait un dentiste puis il y avait le patient. Ouais. L'autre humain qui commence à donner du bonheur. Qu'est-ce qu'il recueille? Il recueille en retour, c'est du bonheur aussi. Ouais. Parce qu'il se nourrit du bonheur qu'il a pu lui donner à quelqu'un d'autre. Amener ça à grande échelle, vous dites, OK, là, j'ai une médecine qui se tient. Ouais. Alors que si j'ai quelqu'un qui fait juste arracher des dents ou faire des trous dans les dents, je n'aimerais pas tous les noms qu'on a dans les dents. L'arracheur de dents. Ce que vous donnez, vous mangez la moitié de cette énergie. Ouais. C'est ça qu'on a oublié. Fait que quand je dis remettre la médecine à sa place, mettre l'humain au centre, ça va beaucoup plus loin que je dire donner un café à quelqu'un ou être poli avec quelqu'un. C'est écouter ses besoins. Définitivement. De manière que vous réformez justement l'aspect médical de l'industrie dentaire, vous réfléchissez beaucoup, vous réformez autre chose, vous proposez d'autres façons de concevoir les choses. À la preuve, vous avez écrit votre premier ouvrage, je crois que c'est en 2017, corrigez-moi si j'ai tort. Non, c'est ça. Mais depuis, vous avez écrit 14 autres livres en une période de 15 mois. L'appétit vient en mangeant, clairement. Et d'où vous provient cette inspiration-là d'écrire autant de livres dans un aussi court laps de temps? Je vais vous répondre par une chose en passant. Vous corrigez juste dans les ongles. D'ici jeudi, ce n'est pas 15, ce serait 30. Oh wow. Wow. Mais c'est vrai que fin novembre dernier, j'avais annoncé, et c'était fait, j'ai fini 15 livres sur 15 mois, passant de divers sujets. Et un de mes mentors me posait la question, est-ce que tu dors? J'ai jamais autant dormi de ma vie, aussi bien. Ce qui arrive, c'est... Écrire des livres, pour moi, c'était un hasard que je suis tombé dessus d'écrire des livres. Je devais me préparer pour la scène, ce qu'on a parlé la première fois. Ouais. Mais par la suite, la piqûre m'a pris. Ouais. La piqûre m'a pris de partager ma pensée interne. Et j'ai remarqué que ce que j'écris aujourd'hui, c'est pas des choses que je savais il y a 2 ans. Ouais. Je crois qu'il y avait un fond. À force de travailler une pensée et de la partager avec des gens, ça l'amplifie la pensée et puis ça fait son chemin. Ouais, définitivement. L'idée d'écrire des livres, pour moi, c'est une façon juste de mettre ma pensée par écrit, mais j'ai remarqué que lorsque j'ai mis ma pensée par écrit, la pensée reste pas par écrit longtemps chez moi, ça devient une action, ça devient un mouvement, et c'est aussi la meilleure façon de tester ses idées. Ah ouais, non, si vous êtes capable de l'écrire sur papier, puis les autres le lisent, puis ils vont vous donner des commentaires dessus, vous savez que votre idée, soit que elle a été testée, vous la mettez aux poubelles, ou elle est là pour rester. Oui, surtout la cohérence de vos idées, parce que souvent les gens, on a un set de croyances qu'on a, mais ils n'ont jamais été testés finalement, ils n'ont jamais été écrites, divulguées, présentées à d'autres gens pour que d'autres gens évaluent si ça fait du sens justement, comment vous pensez. Vous mettez à nu littéralement dans un livre en tant que tel, vous livrez votre pensée, et à ce moment-là, le marché teste finalement vos idées finalement. Et jusqu'à présent, c'est quoi la réception que vous avez? Oh, la réception, Ben, vous savez, à chaque fois qu'on écrit un livre, ça, il faut le vendre. Oui. Ah oui. Ça, on se dit, il faut avoir un budget marketing, il faut avoir une histoire à raconter. Oui. Puis on dirait qu'on doit inventer une histoire autour d'un livre pour être capable de le vendre. Oui. Ça m'a été donné que finalement, je me suis rendu compte que moi, mon don, c'était de compter des histoires et d'écrire des livres. Je disais, OK, j'ai après rencontré 4 firmes de marketing, il faut que tu fasses une histoire à vendre. Puis, si je suis capable de faire une chose, moi, c'est d'écrire des livres. Ouais. Mon histoire, ça veut dire que j'aurais écrit le plus grand nombre de livres dans un court laps de temps. Et puis, ce sera ça l'histoire. Personne n'y croit. Les gens même me disent que t'es fou, t'arriveras pas à le faire. Mais même mes coachs me disent, regarde, à ralenti, tu vas tomber dans un mur bientôt. Maintenant, ils disent, non, c'est bon, continue. Je pense que tu viens juste de passer le mur du son. Ouais. Mais pour ceux qui nous écoutent, qui veulent le secret dedans, puis je vais vraiment vous donner ce qu'il y a derrière, c'est que vous savez, qu'est-ce qu'on dit que plus on sait de choses, plus on se rend compte qu'on sait rien. Ouais, ça c'est tellement vrai. Ben, au niveau d'écriture de livres, c'est ça. C'est que plus on écrit, plus on se rend compte qu'il y a tellement de choses que on ne connaît pas ou qui serait intéressant à découvrir, puis maintenant on a une clé.
On a la clé de savoir comment structurer une pensée pour dire, oh, si j'explore tel domaine, comment je vais pouvoir l'exprimer. Ouais. Cette année, c'est prévu que j'écrive sur la crypto. Et puis, il a fallu qu'on m'éduque sur la crypto. Par contre, j'amène la clé que je connais, la clé de la philosophie humaine, la clé de de la société et de l'économie à une technologie. À force d'écrire, vous allez voir on dirait qu'il n'y a plus rien n'est possible parce que l'écriture, c'est un langage, rien d'autre. Définitivement. Parallèle, vous avez un background avant de continuer au niveau dentisterie, vous avez un background cinématographique. Ok, donc on parle encore là de raconter des histoires tant pour le grand écran que pour un livre. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire ou est-ce que vous sentez que vous utilisez des caractéristiques que vous avez appris dans votre ancienne carrière ou est-ce que c'est complètement différent? Non, je crois que c'est très relié. C'est très relié. C'est-à-dire que, en fait, la question est inversée. C'est que j'étais en cinéma parce que je suis la personne que je suis. J'ai réussi en dentaire parce que je suis la personne que je suis, qui a besoin de connecter avec les gens, qui a besoin de communiquer. Puis aujourd'hui, c'est juste que j'ai pris un autre médium. J'ai pris l'écriture, mais je suis resté fondamentalement la même personne, je crois. Quelqu'un de curieux, quelqu'un qui veut partager. Mais au lieu de l'exprimer à l'écran, je l'exprime maintenant par la pensée ou par l'écriture. Au lieu d'exprimer par des actes médicaux, ça revient au même. C'est là que je vous dis que plus on sait, plus on se rend compte que ça devient intéressant parce que ce qu'on a appris, c'est une technique. Comment parler. Comment communiquer. Puis maintenant, plus on a de matériel à communiquer, plus ça devient intéressant. Non, définitivement. Et plus ça nous force, justement, si on veut continuer à écrire, à aller acquérir plus de connaissances pour être en mesure, justement, de plus en transmettre, finalement. C'est une roue qui tourne, finalement. Les livres abreuvent, finalement, votre inspiration et votre volonté d'apprendre plus, finalement. Je vous dirais, je sais pas tant de la volonté, c'est rendu que c'est le fun. Quand j'écris dans ma journée, mon 2 heures de la journée, j'ai commencé par 1 heure par jour, maintenant c'est rendu 2. C'est mon temps où c'est mon temps à moi. C'est le temps où je me ressource, c'est le temps où je me rends compte de ce que je sais, de ce que je sais pas. Et vous allez rire, devant vous, j'écris des livres sur la philosophie. Au début du chapitre, je savais pas ce que j'allais écrire. À la fin du chapitre, c'est comme waouh! Donc ça... Je savais pas que j'avais ça. Ça a du sens. Mon Dieu, que je suis brillant, finalement. Non, en fait, on dit jamais qu'on est brillant parce qu'en fond, on emprunte toujours de quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, j'inviterais ceux qui se sont dit, j'ai un livre à écrire, faites-le. Attendez pas que ce soit parfait. Regardez, j'ai écrit dans 2 langues, j'ai des photographes dans toutes les langues possibles. Puis ça, je le relis, je les vois pas mes fautes. Mais écrivez-le parce que vous allez changer à le faire. Puis parce que dans votre propre changement, votre propre évolution, il y a un livre que j'ai lu il y a de ça une 20aine d'années qui disait que évoluer à la vitesse de la pensée, un livre de Bill Gates. Et j'avais jamais réussi à atteindre ce niveau jusqu'à ce que je commençais à écrire. Parce que rendu là, je commençais vraiment à évoluer à la vitesse de ma pensée. Je commençais à évoluer à la vitesse présente de ma pensée. C'est-à-dire que pas des choses que j'ai en tête depuis maintenant beaucoup de temps. Je comprends. Mais là, c'est OK, voici ce que j'ai pensé. Puis la réalité des choses, en écrivant, pour moi, c'est une conversation avec moi-même. On dirait que c'est mon subconscient qui me parle. Puis après ça, je relis, c'est là que je me rends compte de diverses choses. Finalement, vous allez piger justement dans le subconscient que vous n'utilisez pas tout le temps. Vous faites ressortir ces données-là pour être en mesure justement de pouvoir les lire et de pouvoir voir qu'est-ce qui siège dans le subconscient. C'est rendu très philosophique, c'est super intéressant. J'adore. Parlant de discipline, justement, vous écrivez 2 heures par jour? À peu près, oui. Chaque jour? Je veux dire, chaque jour, oui. Pour moi, c'est pas le nombre d'heures qui compte, c'est le nombre de chapitres qui avancent dans un livre. Fait les livres pour enfants que j'écris dernièrement, c'est les livres en 4000 mots, fait que ça s'écrit plus rapidement. Sauf que je suis prêt à parler puis à négocier comme petit de 7 ans. 8, pardon. Donc c'est différent. C'est pas la même dynamique. Écrire seul, c'est une autre dynamique. Écrire avec les co-auteurs, c'est une autre dynamique. Fait que c'est pas le nombre d'heures qui est important, c'est le nombre de dire est-ce que j'ai avancé dans mon livre. Et au début, c'était juste un défi de dire j'écris ça en 2 semaines ou en 1 mois. Maintenant, c'est rendu une habitude. Je veux dire, si je tombe en bas de ça, on dirait que j'ai quelque chose qui n'a pas été de bien dans la semaine. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que les livres, c'est des revenus passifs. Vous l'écrivez une fois, et plus le livre est vendu, plus justement vous récoltez en tant que tel. Donc, c'est un merveilleux revenu passif, là. On a au moins 15 jusqu'à présent. Parlez-nous justement d'un de vos livres. Il s'appelle Entrepreneurship Symphony of Skills. Là, j'ai aimé le Symphony of Skills. C'est comme dire que on a un orchestre, justement, qui administre les différentes compétences qu'on a pour être en mesure d'amener un projet à fruition, finalement. Est-ce que j'ai tort ou je comprends dans le champ ou ça parle un peu de ça?
Vous mettez sur un plateau d'argent. Je peux pas dire que vous avez tort. En fait, je suis très content que vous nommiez ce livre parce que c'était mon premier livre. Il va sortir cette année après correction et c'est Entrepreneurship, Entrepreneurial Skills. Ce que j'essaie de transmettre, c'est que on n'est pas entrepreneur. Non. Entrepreneur est une façon d'être. Par contre, si on ne le développe pas, on n'a pas d'outils. Sans outils, on n'arrive pas à avancer. Ouais. Et le Symphony of Skills, c'est ce que j'ai fait, c'est que c'était mon premier livre. Je devais me préparer pour la scène. Donc, j'ai fait 21 chapitres différents, indépendants, pour monter sur scène comme des TED Talks et capable de couvrir des aspects de mon passé que je crois qui pouvaient être intéressants pour les gens. Maintenant, la clé de ça, c'était que j'ai commencé à écrire, puis n'importe qui, je sais pas quoi écrire, puis on a toujours peur de pas avoir l'air bien. Ouais. J'ai vu un de mes amis qui, lui, est cinéaste primé à plusieurs reprises au niveau canadien. Il m'a dit, hey, tu sais, en passant, si t'écris un livre, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment bon? C'est pas juste dire quand t'es bon, c'est plate. C'est le bout quand tu dis que tu t'es foiré. Ouais. C'est ça qui est juteux. Ouais. Ça a changé la game au complet. Parce que de quelqu'un qui se ratait la tête pour écrire, ça sortait tout seul. Ouais. Non, c'est ça sortait tout seul. On dirait que c'est une thérapie presque. Et c'est ce que j'ai fait dans le fond. J'ai retracé pas juste mes échecs, vraiment l'ensemble des choses qui font en sorte que j'étais capable d'avancer. Et c'est ce qu'on se rendait compte, c'est que avoir une mentalité qui devient une habitude ou une aptitude, c'est là que ça devient un outil. Puis un peu, ça rentre dans notre cervelet, ça devient un réflexe. Et si on commence à compiler ces aptitudes, c'est là qu'on appelle le Symphony of Skills, c'est-à-dire que vous mettez les aptitudes ensemble, puis c'est comme si vous avez une équipe. Mais là, votre équipe est formée d'un paquet de de talents différents. Ceux que vous n'avez pas, vous le trouvez à l'extérieur. C'est là qu'on a besoin d'une équipe. Mais un entrepreneur, à la base, souvent, a plus qu'un talent. Oui, c'est vrai. Parce que quand on ne croit pas en lui, dans le fond, il arrive avec la moitié d'équipe dans ses propres skills. Ouais. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc finalement, l'entrepreneur, c'est un chef d'orchestre. En fait, c'est pas chef d'orchestre, je pense que c'est le concierge. OK. C'est le concierge. Il fait tout par défaut, puis quand les autres arrivent, ça l'arrive. Et encore une fois, à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, je l'ai vécu depuis que je suis né. Ouais. Quand on se prend pour le chef d'orchestre, c'est là qu'on plante. Il faut savoir que vous êtes celui qui fait le balai, vous êtes le premier arrivé dans un set, vous êtes le dernier à sortir. Dans une entreprise, c'est la même chose. Demandez à tous les entrepreneurs, ils connaissent le nom des concierges. Parce que si le concierge ne fait pas sa job, c'est vous qui la faites. Ouais. Fait que vous êtes très reconnaissant de ça. Les employés n'ont pas la même mentalité. Là, j'ai mon poste, puis je m'en vais. Ouais. Maintenant, quand on parle de chef d'orchestre, c'est aussi vrai. Ce que j'ai appris aussi, c'est qu'entrepreneur, il faut apprendre à se respecter. C'est sa vision, c'est sa façon de voir. J'ai toujours dit que quand vous avez un mentor, puis faut chercher des mentors, c'est eux qui vont changer votre vie. Ne demandez jamais à un mentor, qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Il l'aimera pas. Ça n'a pas été fait. Si votre idée est nouvelle, il l'a jamais fait. Demandez-lui, avec tout le respect que je vous dois, comment vous ferez cette idée. Oui. Donc, son opinion sur l'idée elle-même n'est pas importante. Oui, mais ça va juste mettre du doute dans votre système. Puis moi, je mentor des gens dernièrement. Je me suis retrouvé dans l'autre côté les gens sont venus me montrer leur projet, puis je la comprenais pas. Puis en tant que mentor, je suis pris parce que si je dis que c'est bon, il va se planter. Puis si jamais il se plante, je sais pas comment sauver. Si je dis c'est pas bon, je suis en train de les décourager. Fait que dans le fond, demandez à un mentor, dire voici mon projet, j'ai pas besoin de ton opinion. Dis-moi juste maintenant avec ta sagesse, j'aimerais savoir comment tu le ferais pour que j'évite de faire mes erreurs à moi. Exact. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est là que tenir le volant ou chef d'orchestre, appelez ça comme vous voulez, est important. Parce que ce qui arrive, c'est que quand l'entrepreneur est trop fermé d'esprit, puis il pense être capable de tout refaire, il réinvente la roue à chaque fois. C'est là que vous vous plantez. Mais quand l'entrepreneur est aussi trop insécure, puis il écoute tous les gens qui arrivent, vous savez qu'il y a 10 000 façons de faire de l'argent. Ils sont tous durs à trouver. En d'autres mots, si à vous à trouver votre façon, on va vous dire, dans ta façon, cette technique-là, fais-la de telle façon, tu vas pas te casser les pieds pour rien, mais c'est encore votre plan. Tant que c'est pas votre plan, vous avancez pas. Non, c'est ça. Et l'exécution, finalement, comment faire quelque chose qu'on veut faire et non pas se faire dire ce qu'on veut faire, finalement. Absolument. Oui. Absolument. OK. Le temps file, c'est extraordinaire. OK. Votre fils est une extension de vous. OK. Vous et votre fils avez écrit plusieurs livres pour enfants en un mois. Premièrement, félicitations. Deuxièmement, wow. Et troisièmement, combien de livres exactement et comment a été l'expérience? Merci, Gary. C'est vraiment gentil de m'avoir laissé parler avant parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai perdu mon entrevue. Ce qui est arrivé, faire une histoire super courte, c'est que après avoir finalisé 15 livres en 15 mois, c'était un record. J'étais, comme vous pouvez voir, très, très fier et épuisé. Et
On était en fin novembre. Fait que je veux dire, il restera une chose cette année que j'ai promis que j'ai pas fait, c'est d'écrire un livre avec mon fils, qui me demande ça à 7 ans. Là, il est rendu à 8, puis j'ai pas fait encore. C'est pas que j'ai pas essayé. Écrire un livre d'enfant, c'est différent. Ah oui, oui. Puis j'avais pas la structure mentale. Oui, non, je savais pas comment le faire. Donc, je me disais, OK, je vais le faire. On s'est assis dessus. Histoire très, très courte. On a commencé le 1er décembre. Le 23, on avait une trilogie d'écrits. Cœur de poulet, Cœur de lion et Cœur de dragon. Ouais. Mon fils a de la difficulté en français. Fait que je dis, tant qu'à le faire, faut le faire intéressant. On l'avait écrit en anglais parce qu'il est plus anglophone. Ouais. Je dis, on va les traduire en français, puis c'est lui qui va les traduire. Dans le fond, chaque phrase rentre dans sa tête, il me redit, je l'écris, je la corrige. Donc, on avait 6 livres. Pour moi, si j'écris un travail 2 fois, c'est 2 livres. Oui, c'est 2 livres différents. Oui, je suis d'accord. Le 23, on avait 2 trilogies dans 2 langues, un nouveau record. Fait que l'histoire nous disait qu'on a fêté un premier record Guinness, on en scoré un deuxième avec un petit de 8 ans. Puis lui, il y a 2 records dessus. Parce que ça va être aussi le plus jeune auteur qui est capable d'écrire dans 2 langues. Wow. Maintenant, vous allez rire. Le 23, il Marianne, papa, j'en veux d'autres. Wow! Ah ouais. Est-ce que tu es de ce que tu me demandes? Fait que les gens qui pensent que je pousse mon fils, croyez-moi, c'est lui qui me pousse. Je l'ai prêt à écrire un livre avec lui. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'on était en train de parler des dragons. Le signe de dragon dans la mythologie chinoise, c'est un 8. C'est un signe de l'infini. Il y a 8 ans. Si je donnerais 8 livres pour son premier record Guinness, je commence à être cool comme père. Croyez-le ou pas, on s'est rassis et puis on a packagé une nouvelle histoire de toutes pièces. Et j'ai toujours voulu faire un reboot des Fables La Fontaine. Ouais. C'est ce qu'on a fait. On a écrit le dernier livre qui était We Are Dragons. Ça veut dire que maintenant tout le monde peut donner des dragons, pas seulement les gens qui font le processus. Il faut juste comprendre qu'est-ce qu'un dragon. Et je vous donnerai pas de juteux, je vous donnerai juste l'histoire qui est autour. On a commencé à l'idée le 23 décembre. Le 24, on avait packagé les images. Mais c'est moi. Le petit Marianne. Le 25, on a fêté comme tout le monde. Le 26, on était en voyage vers New York parce qu'on avait des tournages de prévus et aussi on prenait une croisière. Fait qu'on a commencé réellement à écrire seulement le 28. Le 31, à 2h l'après-midi, on a eu 2 livres de fait et on n'a pas fait d'esclavage. On a profité d'un voyage parce que ma femme, tout le long, disait non, t'écris pas, tu vas stresser, tu vas perdre le voyage. On est en vacances, là, quand même. La beauté de la chose, Grégory, c'est que j'ai découvert pas mon fils, j'ai découvert quelqu'un d'intéressant qui parlait, qui lui cherchait mon attention. J'ai découvert une nouvelle personne d'énergie, puis aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est papa, c'est formidable, tu m'encourages beaucoup. C'est wow. Ouais. C'est pas de la pression, c'est l'encourage. Mais ça, ce qui est merveilleux, c'est que c'est durable, ça. Cette transformation en lui, il verra pas nécessairement ce que vous lui dites justement comme uniquement des obligations, mais vraiment comme de l'encouragement à aller plus loin, à se déplacer, à se défoncer, tout ça. C'est extraordinaire. Mon Dieu, le temps nous fait la guerre, c'est incroyable. Je vais vous dire merci, Dr. Bach. J'avais plusieurs autres questions pour vous, mais j'aurais juste terminé. Prends juste une minute pour finir ça. Vous m'avez posé la question, combien de livres? Oui. Fait que finalement, ça, c'était fin décembre. Le 3 janvier, j'ai combiné aussi toute l'histoire que j'ai appris à écrire mon fils autour d'un autre livre qui s'appelle The Book of Legend. C'était le 9e, vu qu'on faisait partie, et on n'a pas arrêté depuis. Fait que le 31 janvier cette année, on aurait 15 ensemble. Wow. Et quand on va dire mission accomplie? Quand je serai mort. Et je cherche pas à mourir de sitôt. Non, c'est ça. Le plus tard possible. La chose qui est le plus peur maintenant, c'est quand je dis William, you're fired. Parce que lui, il dit, ils vont en faire d'autres. Puis ils vont faire d'autres encore. C'est extraordinaire, extraordinaire. C'est une très belle histoire. Écoutez, ce que j'aime là, l'appétit vient réellement en mangeant. Quand on commence à faire, on se donne des défis, on réalise les défis, on s'en donne d'autres. Et il n'y a pas de limite justement à la réalisation de défis qu'on peut faire. Il suffit de se donner ces défis-là. Merci beaucoup, Dr. Bach, pour cette participation à l'émission. L'entrevue va être enregistrée, fait qu'on va se faire un plaisir de la mettre sur toutes nos plateformes pour que on puisse inspirer les gens à se défoncer, disons. Pas parce qu'une profession est faite d'une manière qu'on ne peut pas la transformer finalement. Et c'est ce que vous faites. Merci beaucoup, 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 Dr. Bach. C'est un plaisir, Greg. Merci à vous. Et félicitations encore. Merci beaucoup. On va écouter du Zinglin, moins souhaiter le danser sur l'heure de capitaliser rapidement. Et ensuite, on va faire la chronique avec Madame Evelyne Jacquet, notre fiscaliste. Aïe. C'est l'émission Capitalisée. 100% finance. Mêlez-vous de vos affaires, sont un peu plus chers.